Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Un grand merci de votre fidélité. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Des partis politiques et des organisations de la société civile réclament la fin de la transition et la tenue de l'élection présidentielle au Mali. En Somalie, le Parlement donne son feu vert au passage à un régime présidentiel et au suffrage universel direct. Les détracteurs fustigent ce qu'ils appellent un processus illégal. Ici aux États-Unis, démocrates et républicains mettent les bouchées doubles pour lever des fonds cruciaux en vue de la présidentielle de novembre. Une fête de Pâques pas très joyeuse dans les camps de déplacés du Nord Kivu en RD Congo où la guerre continue. Reportage à suivre en seconde partie de journal. Au Mali, plus de 80 partis politiques et d'organisations de la société civile demandent au régime militaire de mettre fin à la transition dans ce pays dirigé par la junte depuis 2020. Dans leur communiqué, ils réclament la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais. De Bamako, le reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko. L'Aduma PSG, le parti Yelema de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, le Rassemblement pour le Mali de l'ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta et plusieurs autres partis et organisations ont apposé leur signature sur le communiqué constatant la fin de la transition et demandant l'organisation dans les brefs délais de la présidentielle. Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'1 an et 6 mois. En conséquence, réunis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Parlant de bref délai, les acteurs politiques estiment que si le dialogue qu'ils réclament était instauré, la présidentielle pourrait se tenir dans les 3 à 4 mois à venir. Quand on lit très rapidement la loi fondamentale, on se rend compte que c'est un délai de 3 à 4 mois qui est dans la loi fondamentale. Donc il est important aujourd'hui qu'un dialogue rapide de haut niveau soit instauré pour aller justement vers cette élection présidentielle. Si le ministère de l'administration territoriale avait parlé de léger report sans plus de précision, il est temps, selon les membres de ce nouveau regroupement, de sortir de ce qu'ils appellent un flou. Nous disons que ça fait 2 fois qu'il y a une prolongation tacite de la transition et nous ne sommes pas contre la prolongation, mais il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui assez floue. Nous ne comprenons pas qu'un décret qui a été pris sur la base d'une charte et que ce décret arrive à terme et qu'on ne fasse pas d'annonce. Si rien n'est fait, selon le constat du comité de suivi qui sera mis en place, le regroupement promet d'user de toutes les voies légales et légitimes pour le retour de l'ordre constitutionnel, gage, selon lui, de la stabilité et du développement durable. Les autorités, elles, gardent toujours le silence. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye va prêter serment demain, devenant à 44 ans le 5e et plus jeune président du pays depuis l'indépendance en 1960. Il a été élu dès le premier tour, le 24 mars dernier, avec 54,28% des voix, 10 jours après sa sortie de prison, en compagnie de son mentor Ousmane Sonko, qui lui a été disqualifié comme candidat. Bassirou Diomaye Faye, qui a 2 épouses, va également devenir le premier chef de l'État sénégalais polygame. Il a promis de rétablir une souveraineté bradée, d'après lui, à l'étranger et voudrait remettre sur la table les contrats pétroliers et gaziers, de même que les accords de pêche. Au Gabon, coup d'envoi demain à Libreville du dialogue national inclusif promis par les militaires qui dirigent le pays après avoir mis un terme, il y a près de 8 mois, à 55 ans de dynastie Bongo. Plus de 500 délégués venus de tout le pays et des membres de sa diaspora doivent y prendre part. Les travaux dureront 1 mois et devront préconiser un ensemble de réformes politiques, économiques et sociales pour ouvrir la voie à une nouvelle constitution et des élections en 2025.
Au moins 23 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre éleveurs et cultivateurs au Tchad, dans une région régulièrement en proie à des combats meurtriers entre ces communautés nomades et sédentaires. Le bilan a été fourni aujourd'hui par le ministre de la Communication, Abdrahmane Koulamala. Selon lui, ces nouveaux combats ont fait rage durant toute la semaine dernière dans 3 villages du Moyen-Chari, après ce qui a été décrit comme l'assassinat d'un homme d'une communauté arabe dans une embuscade. Je suis Gilbert Tamba à Abuja pour VOA Afrique. En Somalie, tous les parlementaires ont voté en faveur du suffrage universel direct et du passage à un régime présidentiel, malgré les critiques de certains qui parlent de processus illégal. Les détails avec Rosine Mounezero. Cette révision constitutionnelle concrétise la promesse d'un vote selon le principe « une personne, une voix » dès les élections locales prévues le 30 juin 2024. Le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité samedi l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Aucun législateur ne s'y est opposé, aucun législateur ne s'est abstenu. Près de 212 membres ont voté à l'unanimité en faveur des amendements du projet de constitution qui est donc approuvé. L'actuelle constitution est provisoire depuis août 2012 et le processus de révision et d'amendement constitutionnel a commencé il y a une dizaine d'années. C'est un jour historique, c'est un grand jour, un jour spécial pour tous les Somaliens. Aujourd'hui, nous avons transformé le projet de constitution en une constitution officielle. Le principe du suffrage universel direct avait disparu après la prise du pouvoir par le dictateur Siad Barre en 1969. Après le chaos qui a suivi sa chute en 1991, le système politique somalien s'est articulé autour de la myriade de clans et sous-clans qui composent la société. Les élections se déroulaient jusqu'à présent selon un complexe processus indirect, source de lutte de pouvoir et d'instabilité qui, selon de nombreux observateurs, profite à l'insurrection des islamistes radicaux Shebab qui ensanglantent le pays depuis 2007. Aujourd'hui, les 2 chambres du Parlement somalien ont réussi à finaliser un projet de constitution, ouvrant ainsi la voie à une constitution officielle. Toutefois, cette réforme constitutionnelle est critiquée. Dans un communiqué, l'ancien président Mohamed Abdullahi Farmajo a fait savoir que cette constitution, qui doit être mise en œuvre selon un processus illégal et non accepté par la société, ne sera jamais reconnue comme une constitution légale. Il ajoute que cela ne représente pas la situation politique actuelle du pays et les piliers qui étaient au cœur de la réconciliation politique somalienne et du partage du pouvoir. À la prochaine élection présidentielle, prévue en mai 2026, le Premier ministre sera remplacé par un vice-président élu avec le chef de l'État sur un même bulletin. Au Zimbabwe, les autorités se disent préoccupées par la recrudescence de la criminalité, en particulier celle liée au vol à main armée, alors que l'application de la loi a conduit les forces de l'ordre à tirer mortellement sur de présumés suspects. Des voix sont d'avis que la pauvreté est un des facteurs exacerbant le problème, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Columbus Mavunga à Harare. Le récit est de Thierry Kaoré. Peter Hapaore, un vendeur ambulant de Harare, dit qu'il a vu des escrocs opérer dans son quartier et conclure des accords louches et vendre des marchandises qui s'avèrent ne pas exister. Mais ce n'est pas tout, dit-il. Le taux de criminalité augmente, les cas de meurtre augmentent. Alors, je supplie la police de travailler davantage pour que les citoyens craignent de commettre une infraction. La police doit être respectée et doit appliquer les lois avec diligence, parce qu'il semble maintenant que nous soyons dans un pays sans loi où des gens assassinent d'autres personnes librement. Selon les chiffres officiels, le taux national de criminalité du Zimbabwe au 3e trimestre 2023 s'élevait à 1202 pour 100 000 habitants, en légère hausse par rapport au 2e trimestre. Le gouvernement a signalé 1098 actes criminels ayant entraîné la mort ou ayant l'intention de causer la mort au cours de la même période, contre 958 au 3e trimestre de 2022. Récemment, les forces de police zimbabwéennes se sont déclarées préoccupées par une augmentation de vols à main armée, dont certains impliquent des membres ou anciens membres de la sécurité de l'État. Dans certains cas,
La police a tué des suspects lors des fusillades ou lorsque les suspects ont tenté de s'enfuir. Albert Ngouloub, qui dirige la commission parlementaire de la défense, des affaires intérieures, des anciens combattants et des services de sécurité, affirme que la police est parfois un sous-effectif. La police, avec des ressources limitées, essaie. Notre taux de criminalité n'est pas comparable à celui de l'Afrique du Sud. Nous sommes encore mieux lotis en Afrique. Je pense donc que nos policiers font de leur mieux, même si certains leur reprocheront qu'ils ont la main lourde. Tout ce que nous voulons en tant que comité, c'est la paix dans ce pays. Aubert Muzembe, criminologue au cabinet d'avocats Muzembe, affirme que la faiblesse de l'économie du Zimbabwe et la persistance d'une inflation élevée ont poussé de nombreuses personnes à commettre des crimes pour survivre. Et puis, deuxièmement, vous regardez le tissu social. Nous avons eu beaucoup de migrations, des gens qui se sont déplacés vers l'Afrique du Sud, vers le Royaume-Uni. Cela a créé une société sans parents. En conséquence, les jeunes grandissent sans conseil, sans mentorat, et ils sont obligés de se livrer à des activités illégales. Muzembe recommande au gouvernement de trouver un moyen d'améliorer l'économie et aux institutions religieuses et à la société civile de faire plus d'efforts pour enseigner la bonne conduite à la population. Donald Trump, donné comme candidat républicain au prochain scrutin présidentiel américain, s'apprête à organiser une collecte de fonds en Floride pour combler l'écart de trésorerie qui le sépare de son rival politique, le président démocrate Joe Biden, candidat à un second mandat. Véronica Balderas-Iglesias a demandé à des électeurs comment ils voyaient la course à la collecte de fonds. Son reportage est relaté par Yacouba Ouedraogo. Le candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, vise un objectif de 33 millions de dollars lors d'une collecte de fonds à Palm Beach, en Floride, le 6 avril. Jusqu'à présent, les ressources financières de la campagne de M. Trump ont été inférieures à celles de son rival politique, le président Joe Biden. Rien que jeudi dernier, aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton, la campagne de Joe Biden a récolté 26 millions de dollars pour sa réélection lors d'un événement au Radio City Music Hall de New York. Les électeurs américains interrogés par la VOA le dimanche de Pâques à Washington ont donné leurs avis sur la course financière des candidats. Je pense que l'argent est nécessaire pour faire des choses telles que la publicité, les déplacements du personnel et autres. Je ne sais pas très bien où va l'argent. Je pense que trop d'argent est déversé dans nos élections, d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il faut plafonner le montant des dépenses électorales. Selon cette étudiante, Dana Bog, les messages et les stratégies des candidats doivent être améliorés. Je ne vois pas l'importance de la façon dont les gens mènent leur campagne en ce moment. Les actions seraient certainement plus importantes pour moi que n'importe quelle campagne. Lors de sa visite à New York la semaine dernière, Donald Trump a insisté sur l'importance de la lutte contre la criminalité. Il devrait tenir des rassemblements dans les prochains jours dans le Michigan et le Wisconsin. Joe Biden a déclaré à la presse qu'il se rendrait à Baltimore cette semaine. Il a été contraint de se détourner de la campagne électorale pour se consacrer aux efforts de reconstruction dans le Maryland après qu'un cargo a heurté et fait écrouler le pont Francis Scott Key mardi. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a participé dimanche à l'émission State of Union de CNN et a qualifié l'accident de catastrophe économique nationale car les chaînes d'approvisionnement pourraient être perturbées. La raison pour laquelle nous avons besoin que les gens agissent de manière bipartisane et rapide n'est pas que nous avons besoin que vous fassiez une faveur au Maryland. Nous devons nous assurer que nous agissons rapidement pour relancer l'économie américaine, car le port de Baltimore joue un rôle essentiel dans notre croissance économique. Une aide immédiate de 60 millions de dollars a été approuvée par l'administration Biden après l'effondrement du pont et une grande partie des coûts de reconstruction devrait également être financée par le gouvernement fédéral. Également dans l'actualité, la Maison-Blanche a jugé que si elles étaient vérifiées, les informations sur les corps retrouvés à l'hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza, d'où l'armée israélienne vient de se retirer après 2 semaines d'offensive, étaient très préoccupantes. Sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, a indiqué aujourd'hui que Washington allait contacter le gouvernement israélien pour avoir plus d'informations après que des médecins et civils présents dans le complexe ont déclaré qu'au moins 20 corps avaient été retrouvés, dont certains semblaient s'être fait rouler dessus par des véhicules militaires.
La Maison-Blanche s'inquiète également d'une éventuelle interdiction en Israël de la diffusion de la chaîne Al Jazeera que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de mettre en œuvre immédiatement. Voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. D'autres reportages à venir dans un tout petit instant, dont un sujet sur l'intelligence artificielle et comment elle aide les personnes marginalisées au Nigeria. Merci. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Nous sommes le lundi 1er avril 2024 et vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci à vous d'être toujours avec nous. Kehinde Olutusobun, un Nigérian malvoyant, passionné de géographie et d'animaux, a longtemps lutté pour trouver des informations accessibles. Mais grâce à un nouveau service de téléphonie mobile basé sur l'intelligence artificielle et fonctionnant hors ligne, son monde s'est élargi. Ce service révolutionnaire, lancé par la compagnie canadienne Viamo, permet à quiconque, même dans les endroits reculés, sans Internet, d'accéder à la technologie de l'IA, comme nous allons le voir avec Nanit Talami. Viamo fonctionne avec des téléphones portables traditionnels et utilise les réseaux de téléphonie mobile locaux pour envoyer des commandes ou des demandes d'informations par SMS ou appels vocaux. Nous comprenons que ces personnes sont déconnectées parce qu'elles sont actuellement hors ligne et n'ont pas de téléphone mobile pour accéder à l'information, et qu'elles n'ont pas non plus de téléphone intelligent qu'elles peuvent utiliser pour accéder à l'information sur Internet. La plupart d'entre elles, même lorsqu'elles ont un téléphone intelligent, ne sont pas en mesure d'acheter des données qu'elles doivent utiliser pour se connecter à l'Internet. Le service offre un large éventail d'informations, y compris des actualités, des informations météorologiques et des conseils agricoles. Il peut également être utilisé pour poser des questions sur divers sujets comme la santé, les animaux, la géographie, l'éducation ou encore l'entrepreneuriat. Les personnes qui n'ont pas les moyens financiers suffisants ont la possibilité d'utiliser une somme aussi modeste que 10 naira pour poser des questions qui leur seront utiles. Je suis très heureux. Le service de Viamo a déjà un impact positif sur la vie de nombreuses personnes au Nigeria. Parmi elles, David Diwa, un menuisier qui a perdu la vue et qui utilise l'intelligence artificielle pour explorer de nouvelles opportunités de carrière. Parfois, j'ai l'impression que je devrais quitter mon travail de menuisier et commencer quelque chose d'autre à cause de ma mauvaise vue. Alors, je pose des questions sur l'intelligence artificielle, sur les entreprises et elle me donne des idées sur la façon de les développer. Le succès de Viamo au Nigeria montre le potentiel de l'intelligence artificielle pour combler le fossé numérique et offrir aux populations marginalisées un accès à l'information. C'est une avancée prometteuse vers un avenir où l'information est accessible à tous, quels que soient les moyens ou la situation géographique des individus. Les chrétiens du monde entier ont célébré Pâques hier dans la région orientale de la République démocratique du Congo, où la guerre entre l'armée et les rebelles du M23 se poursuit. Les personnes déplacées vivant dans des camps ont eu du mal à marquer la fête en raison de la situation socio-économique et du manque d'aide. De Goma, le reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi. Au camp des déplacés des Kanyaruchinya au nord de la ville de Goma, les temps n'étaient pas à la fête les jours des Pâques.
Une fête souvent appréciée par les enfants qui reçoivent souvent des cadeaux et mangent à leur faim. Mais cette année, le décor est complètement différent. Aline Ouineza, une jeune fille déplacée de 12 ans, a déclaré qu'elle était triste d'avoir passé Pâques dans l'austérité. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait la fête parce que nous n'avons pas de vêtements, de chaussures ou même de nourriture. Avant, quand nous étions à la maison, nos parents achetaient tout ce dont nous avons besoin et nous mangeons très bien. La situation était similaire dans la famille de Mukeshimana qui n'a pas trouvé assez de nourriture. Cette femme déplacée a exprimé son souhait de quitter son camp pour retourner dans sa communauté. La fête n'a pas eu lieu ici car nous sommes dans une situation impossible. Les enfants ont passé une journée sans manger. Si nous étions dans nos villages, nous mangerions très bien. Nous voulons retourner dans nos villages pour sortir de cette mauvaise situation. Les commerçants qui vendent leurs articles dans les camps de déplacés ont constaté le manque d'intérêt pour l'achat des vêtements avant et pendant la fête de Pâques. Jean-Paul, vendeur de vêtements dans les camps de Kanyaruchinya, s'est dit déçu de l'absence des clients. Nous n'avons pas eu de clients parce que les personnes déplacées disent qu'elles n'ont pas d'argent. Ces jours-ci, ils ne reçoivent pas d'aide. Cette année, contrairement aux années précédentes, les personnes déplacées disent être livrées à elles-mêmes. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. L'Organisation mondiale de la santé indique que 5,4 millions de personnes sont mordues par des serpents chaque année, entraînant entre 83 000 et 138 000 décès. L'OMS ajoute que le manque de traitements antivenimeux dans le monde menace inutilement des vies. Au Costa Rica, des scientifiques élèvent des serpents pour leur venin qui est ensuite injecté à des chevaux afin de créer des anticorps pour traiter les humains mordus par des serpents. Davantage avec Nanit Talani. Il existe plus de 20 espèces de serpents venimeux au Costa Rica. Ici, à l'Institut Clodomiro Picado, les vétérinaires font appel à des charmeurs de serpents pour extraire le venin mortel. Celui-ci est utilisé pour produire un antivenin qui est exporté dans le monde entier. Mais il faut d'abord manipuler le serpent avec précaution et en extraire le venin comme le ferait un vétérinaire. La tête est prélevée et le reste du corps est mis dans un conteneur en verre avec une isolation froide. Nous exposons les crocs. Une fois que les crocs sont exposés, nous massons les glandes où le venin est libéré. Après ce processus, la bouche est désinfectée et l'animal est renvoyé dans son enclos. Les antivenins sont administrés aux patients qui ont été mordus par un serpent venimeux et agissent en renforçant notre réponse immunitaire. Le venin de serpent est injecté à des chevaux, créant des anticorps qui sont ensuite extraits du plasma sanguin, puis purifiés, stérilisés et conditionnés pour être expédiés dans le monde entier. En fait, nous injectons des poisons aux cheveux de manière contrôlée, à petite dose, ce qui génère une réaction immunologique. Après avoir reçu ces poisons, les cheveux commencent à produire des anticorps et quelques temps plus tard, nous leur prélevons du sang. Le sang est séparé en ces différentes phases, le plasma qui est la partie liquide et les cellules qui sont la partie solide. Et cette partie est rendue au cheval pour qu'il ne devienne pas anémique. Et le plasma est amené au laboratoire de production où les anticorps sont purifiés. L'Institut produit 100 000 à 150 000 doses par an qui sont exportées vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie et plus de 6 pays d'Afrique. Tout cela pour un but principal. Le but d'étendre et d'aider certaines alliances et aussi de renforcer les études cliniques qui attestent que le produit est sûr et efficace, ce qui renforce l'idée que le produit sauve des vies. Ce que nous voulons, nous pourrions parler d'environ 5 000 vies sauvées grâce à ce sérum. Selon Mauricio Arguedas, l'administration de ce poison n'a pas d'effet connu à long terme sur les chevaux.
L'OMS indique que les chevaux auxquels on a injecté du venin de serpent produisent de puissants anticorps qui peuvent se lier aux composants du venin de serpent, permettant ainsi à nos propres défenses immunitaires d'éliminer ces toxines. L'Institut Clodomiro Picado est rattaché à l'Université du Costa Rica et a participé à la rédaction des lignes directrices de l'OMS pour la production, le contrôle et la réglementation des antivenins de serpent. Tout à fait autre chose, une créatrice de mode camerounaise vivant et travaillant au Liban cherche à aider les migrants à trouver les moyens d'agir et de se prendre en main. Pour ce faire, elle a recours à sa ligne de vêtements qu'elle a appelée Vianney de Marsou. Les détails avec Jenny Niwa. Véronica Wanij-Koumaj n'avait jamais imaginé qu'un jour elle porterait des tissus africains et serait mannequin pour une marque de mode à Beyrouth. Vianney de Marsou a été fondée il y a plus de 2 ans à Beyrouth par Ngemakwe Djoufa Vianney, une créatrice de mode camerounaise. Cette jeune femme de 31 ans s'est retrouvée au Liban où elle travaillait comme employée de maison dans le cadre d'un système de parrainage connu en arabe sous le nom de kafala. Les tissus vibrants qu'elle incorpore dans ses créations sont devenus le symbole de la reconquête de son identité, dit-elle. Mon rêve pour ma marque est de pouvoir partager mon histoire, de faire connaître l'histoire de Vianney de Marsou, le début et la suite de Vianney de Marsou dans le monde entier, pour que les gens sachent que j'ai commencé à travers un système qui m'a réduite à quelqu'un de moins qu'humain et qu'à travers cela, je suis devenue qui je suis et que je suis fière de qui je suis. Selon le mouvement antiraciste libanais, le système de contrôle absolu, kafala, lie les travailleurs migrants aux caprices de leurs employeurs, de même qu'il les soumet à de longues heures de travail et les prive de liberté. Essentiellement, les travailleurs domestiques migrants ou les personnes qui vivent ici comme travailleurs domestiques migrants sont ceux qui ont le moins de droits. Tout d'abord, parce qu'ils ne sont pas inclus dans le droit du travail. Ensuite, parce que leur employeur a un pouvoir illimité sur eux, ce qui les dissuade de s'intégrer dans la société ou d'avoir une vie normale. Maj, une Kenyane de 31 ans, est arrivée au Liban en tant qu'employée de maison. Elle a souffert pendant des années, isolée, sans communication avec l'extérieur, jusqu'à la fin de son contrat. Aujourd'hui, travaillant en freelance, elle est fière de pouvoir exprimer son identité africaine. C'est vraiment incroyable de rencontrer des femmes qui ont surmonté tant de souffrances et d'oppression et qui arrivent à faire quelque chose de grand, comme une marque qui leur est propre. Elles sont capables de s'exprimer non seulement par les mots, mais aussi par l'art. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 160 000 travailleurs migrants vivent au Liban. Sous le système de la kafala, leurs passeports sont souvent confisqués à l'arrivée et peuvent ne pas être restitués avant le départ du travailleur. Avant de clore votre journal, faisons un petit saut à la Maison-Blanche où le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont tenu ce matin la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques sur la pelouse de la résidence officielle du chef de l'exécutif américain ici à Washington DC. Joe Biden, fervent catholique, a célébré Pâques hier, mais aussi la journée internationale de la visibilité transgenre aux grandes dames des conservateurs qui crient au blasphème. La Maison-Blanche a accusé en retour les républicains de chercher à diviser, condamner une rhétorique haineuse et malhonnête. La journée de défense des droits des personnes transgenres, célébrée à travers le monde le 31 mars, est survenue cette année, le même jour que le dimanche de Pâques, dont la date change tous les ans. Et voilà, point final à ce journal. Merci, à demain.